Bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et aujourd'hui je suis très content d'avoir un special guest. C'est Mathieu Guiditiel, il est directeur général de Proval. Proval qui est l'Union nationale des joueurs et des joueuses de rugby. Salut Mathieu. Salut. Merci beaucoup d'être là chez nous à Pacte Pot. Et merci aussi à Miguel Fernandez, le super agent de rugby français qui nous a mis en contact. Comment est-ce que tu le connais, Miguel? Ah, Miguel, je pense que tout le monde le connaît hein, dans le rugby français et même dans le rugby international. Ben, c'est un ami, même plus qu'un ami, on est très proches. On a collaboré ensemble sur plusieurs dossiers et notamment c'est quelqu'un qui a une fibre pour aider les joueurs qui se retrouvent en difficulté. Et donc sur plusieurs situations, il nous a donné des coups de main et c'est aussi l'agent de mon petit frère. Donc on est amené à échanger assez régulièrement ensemble. Bah, chouette. Et ton petit frère joue toujours alors? Il joue toujours à Bayonne, Ah, en bah, top 4. bah, super. Ouais. Bah écoute, là on est aujourd'hui là pour parler un peu de Proval. Est-ce que tu peux dire déjà, moi en tant qu'Américain, je connais pas très bien, on va dire des unions, des syndicats et tout ça. Est-ce que tu peux expliquer Ouais. rapidement en Américain qu'est-ce que c'est Proval? Alors Proval, c'est le syndicat national des joueurs et des joueuses de rugby qui évolue en France. Donc pas que les Français, mais aussi toutes les nationalités. Donc c'est un syndicat pour salariés, ce qui veut dire qu'on représente les joueurs et les joueuses au sein des instances que sont la FFR, la LNR, mais aussi au niveau international, World Rugby, etc. On va les représenter et on va les défendre, notamment pour défendre leurs intérêts et pour que la balance puisse pencher en leur faveur, mais surtout préserver tous les acquis qu'on a pu obtenir sur les dernières décennies. Proval, ça existe depuis 98, donc ça a plus de 25 ans. C'est composé d'un président avec un comité directeur, avec essentiellement uniquement des joueurs en activité ou des anciens joueurs. Quand je dis joueurs, c'est joueurs-joueuses, hein, bien sûr. On a aussi des joueuses dans notre board. Et ensuite, une équipe d'une quinzaine de salariés, voilà, qui sont une équipe qui est en charge de faire tourner la machine et d'appliquer l'orientation stratégique et politique du board. Donc, il y a ce gros travail de représentation qui est hyper important, hein, parce que on va dire que c'est les fondations d'un syndicat. C'est ce pourquoi il existe. Et on intervient sur d'autres aspects. Donc, on a développé une multitude de services, notamment sur tout ce qui va toucher à l'information, sur les droits de nos joueurs. Donc, on fait des réunions d'information dans les clubs où on réunit l'ensemble de l'effectif. Tout ce qui va être sensibilisation au dopage, à la santé, à la reconversion, parce qu'il y a une vie après le rugby, et il Ouais. faut s'y préparer. Donc on a une multitude de partenaires qui nous aident beaucoup par rapport à cet aspect-là. Bah peut-être Ouais. on va parler des différents services que Proval offre. Mais tu avais dit c'est pas que pour des Français, c'est pour tout le monde qui joue en France en fait. Donc il y a des Ouais. internationaux aussi. Ben, c'est pour l'ensemble des salariés en fait, des D'accord. salariés de club. Parce que le club, comme ça, de l'extérieur, si on connaît pas trop, on peut se dire bon, c'est un club sportif, ça n'a rien à voir avec une société. Mais non, en fait, un club sportif est une société Ouais. avec un président, avec un directeur général, avec des salariés que sont les joueurs, les entraîneurs ou le personnel administratif. Et donc, ça fonctionne comme une société. Voilà. Ok. Et donc ça compte aussi pour des personnes qui travaillent pour le club, qui ne sont pas forcément joueurs. Alors non, alors non, nous on est uniquement sur les joueurs, Ok. donc comme on l'a dit, français ou étrangers, tant qu'ils sont salariés du club. Ouais. On s'occupe aussi des non-salariés, voilà, parce qu'on a aujourd'hui des joueuses qui ne sont pas salariées, Oui. mais on les aide quand même, les joueurs amateurs aussi. Donc tu as ce volet-là, tu as les entraîneurs qui eux sont représentés par Tech 15. Donc en gros, c'est le Proval des entraîneurs, Tech D'accord. 15. Ok. C'est une autre entité, ça n'a rien à voir avec Proval. Ok. C'est le syndicat des entraîneurs. Et ensuite, tu as le syndicat du personnel administratif qui est l'Unipar.
voilà, qui rassemble tout le personnel administratif. Et tu as le syndicat des présidents, l'UCPR, qui lui représente les employeurs, en gros comme le MEDEF, on va dire, pour les entreprises normales, et qui est l'entité en face de nous avec qui on négocie, notamment sur tous les aspects qui vont concerner les joueurs. Ouais, en fait, dans mes recherches, j'avais trouvé le UPCR et pas le EPCR. Et je me demandais, est-ce que vous êtes copain avec eux ou c'est plutôt, donc c'est avec eux que tu négocies. Donc copain, peut-être c'est pas le bon mot. Ouais, non, on va dire que les enjeux sont forts et que forcément nos intérêts divergent. Donc c'est pas toujours évident. Ça monte quand même assez régulièrement dans les tours. Après, on travaille en bonne intelligence. On est là dans l'intérêt, bien sûr, de nos joueurs et eux de leur club, mais on essaye de chercher un intérêt commun pour avancer. Parce que si on reste campé sur nos positions, ben, on n'avance pas et c'est assez problématique. Donc, on n'a pas vraiment une position dogmatique. On est plus dans la concertation, dans la proposition et le travail en bonne intelligence pour faire avancer le rugby et faire avancer les choses, tout simplement. Ouais, c'est intéressant parce que j'avais pas pensé avant, mais aux États-Unis, par exemple, on a parfois des NBA, il y a des Players Association, et on peut avoir des strikes même. Et en baseball, il y avait un énorme strike il y a longtemps qui a eu un grand impact sur le sport en général. Mais ça se négocie comme tous les combien d'années, tous les 2 ans, tous les 4 ans, Ah non, non, il y a plusieurs sujets. Donc, il y a tout ce qui va toucher à la prévoyance des joueurs. La prévoyance, c'est ce qui va protéger le joueur en cas de blessure, en gros. Il y a tout ce qui va toucher au congé, au salaire, euh, à la mutuelle, aux sportifs, au calendrier, aux réglementaires, les règlements généraux de la LNR, de la FFR. C'est vraiment une multitude d'aspects où on intervient et donc ça demande une grosse force de travail, une grosse disponibilité aussi parce que c'est en moyenne 30 heures de réunion par semaine. ah ouais. C'est des réunions en plus où il faut être concentré, c'est-à-dire que tu peux pas déconnecter, regarder Instagram pendant 2 minutes et quitter la discussion. Tu es obligé d'être concentré en permanence. Si tu loupes une minute, que tu décroches, après j'aime pas dire ça, ton concurrent, mais celui qui est en face de toi, donc ton interlocuteur, prend on va dire, un avantage concurrentiel sur toi et peut naviguer, avoir une stratégie politique qui fait que tu perds la bataille in fine. Donc il faut être tout le temps vraiment concentré. C'est très politique, forcément, voilà. Mais c'est aussi passionnant et je pense qu'on fait avancer les choses et c'est ce qui est très positif aussi et c'est ce qu'il faut retenir parce qu'on est là pour évidemment dans l'immédiateté certains sujets, mais vu que c'est une globalité de sujets, tous sont, on va dire, interconnectés. Et peut-être qu'un jour, on va parler de la prévoyance, il va y avoir cette problématique-là, mais peut-être que demain, il va y avoir une problématique à laquelle les présidents vont pouvoir répondre, nous aider, et on va pouvoir les aider sur un autre sujet. Tu vois, c'est pas du donnant-donnant, c'est du gagnant-gagnant. Et Ouais. on est dans une globalité, en fait. Ouais. Et donc, ouais, j'entends chez toi un parti de compétitivité aussi, parce que bah, faut être. C'est vraiment de négociation aussi, je trouve ça intéressant. Et en fait, ça concerne jusqu'à quel niveau de joueur, en fait? Qui peut s'abonner et qui peut être représenté par la Proval? Ça concerne tous les joueurs et joueuses qui évoluent en France. Donc, il y a un gros travail qui est fait forcément au niveau du top 14 et Pro D2 parce que ce sont les contrats professionnels. Donc là, évidemment, ça va concerner une grande partie de notre travail. Mais maintenant, on accompagne des joueuses de Elite 1 qui ne sont pas professionnelles, des joueurs de Fédéral 1, de Fédéral 2. On accompagne tout le monde. Voilà, on tend la main à tout le monde. On ne dit pas, ben, toi, tu ne joues pas en professionnel ou toi, tu ne joues pas en national ou dans un bon niveau. On ne va pas t'aider. Le joueur qui a besoin d'aide et qui nous sollicite, on va l'aider. Ouais, bah, Voilà, je super. prends l'exemple typique de Blagnac, qui a malheureusement déposé le bilan il y a 10 jours. Donc moi, je suis allé personnellement à Blagnac pour participer à la réunion avec les présidents.
réunion à laquelle les présidents ont annoncé le dépôt de bilan avec effet immédiat et en gros le licenciement économique immédiat de ces joueurs. Typiquement, on n'avait pas toute l'équipe adhérente de Blagnac. Oui, Pourtant, on les accompagne et on va les aider et on va les soutenir jusqu'au bout. Voilà, notre travail, il est parfois ingrat. Je vais pas te dire qu'il y a toujours de la reconnaissance, c'est pas vrai, ouais. mais il est nécessaire. Et il faut que Proval subsiste pour aider ces joueurs-là, aider ceux qui sont en difficulté et essayer de pérenniser le modèle du rugby français. Et il y a une grande responsabilité derrière aussi. Tu as tous les joueurs de rugby derrière toi, en fait, dans un sens, donc il faut que tu les représentes au mieux. C'est marrant parce que tu sais, j'ai commencé ce podcast vraiment en tant que fan et pour parler de rugby avec mes potes, mais à force de rencontrer des gens comme Miguel et comme toi, ça m'offre déjà ces différents aspects parce que moi, j'avais fait des formations RH, donc j'ai un master RH, donc je connais ces côtés ressources humaines aussi, mais en tant que fan, j'avais pas forcément réfléchi à le rugby comme ça. Et c'est intéressant de connaître ce côté business, mais pas business dans le mauvais sens, mais juste entreprise et personnel. Et je trouve ça intéressant. Ouais, non, la responsabilité, elle est énorme parce que les décisions que tu vas prendre à l'instant T, elles vont découler sur l'ensemble de la population et l'ensemble du public, c'est-à-dire sur tous les joueurs et toutes les joueuses. Donc, effectivement, les conséquences sont hyper importantes et tu ne peux pas te permettre de prendre ça à la légère. C'est pour ça qu'on se bat et qu'on va au bout des choses et que qu'on mène ces batailles et qu'on le fait avec passion. Voilà, en tant qu'ancien joueur, moi aujourd'hui, j'ai un métier qui me passionne et où j'ai la chance de m'occuper de mes petits frères, de mes petites sœurs et de le faire avec plaisir. Tu vois, je me lève le matin avec la banane. En prenant du plaisir. Je me couche le soir très tard, je me fais des semaines, je m'enfourne des semaines de 70, 80 heures où c'est jamais simple. Mais quand tu le fais avec plaisir et avec passion, forcément, ben, tout passe plus vite, tout passe mieux et tu comptes pas tes heures. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bon, Et tu vois, pour rebondir juste sur ce que tu dis vis-à-vis du grand public et en tant que fan, sur la connaissance on va dire, des arcanes, des instances, sur tout ce qui va se passer en off, effectivement, c'est très opaque. C'est très opaque. Tout ce qui se passe en off, mais même en tant que joueur, je ne l'imaginais pas, en fait. ouais. C'est, c'est des luttes politiques, et certains tirent les ficelles, voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont clivants, avec parfois des retournements de situation, tu t'en rends pas compte. Et tout ça, le grand public n'en a pas conscience. Le grand public est là pour voir un spectacle. Et nous, on fait tout justement pour délivrer ce spectacle et pour que tout se passe au mieux. Ouais. Tu vois? Mais ça, c'est un peu comme la politique, hein, j'ai envie de te dire. Tout ce qui se passe en off, personne n'est au courant. Et dans le sport, pas que dans le rugby, on parle de rugby, mais dans le sport en général, c'est un secteur d'activité qui est très politisé. Et j'ai l'impression que tu aimes bien être, comment dire en anglais, in the room. T'es dans la pièce où on négocie, t'es dans les couloirs et dans la pièce aussi, sur la table, on va le dire peut-être en français. Ouais, mais il faut que les joueurs soient au centre de l'attention. Il faut qu'ils soient au centre de la pièce. Il faut que qu'on participe aux discussions. Il faut qu'on impose notre vision aussi, parce que ce sont nous, les joueurs, qui sommes les acteurs du jeu. Sans joueurs, il n'y a pas de rugby, Ouais. tu vois. Et ça, c'est hyper important pour nous, de participer à l'ensemble des commissions, de défendre les intérêts et pas de se rendre compte, après coup qu'il y a une mesure qui est passée, il y a une résolution qui est passée, qui va impacter nos joueurs et à laquelle on n'a pas participé, parce que ça, c'est terrible en fait. Ça, c'est terrible. Donc ça, il faut absolument l'éviter, et c'est pourquoi il faut aussi avoir une grosse force de disponibilité pour être présent à chaque réunion. Et quand, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, vu que tout est interconnecté, tu es obligé de participer à l'ensemble des réunions pour comprendre l'enjeu global. C'est très intéressant parce que quand j'ai fait mes études pour faire mon master RH, il y avait un cours qui était juste sur les syndicats, sur les unions. Et en fait, en tant qu'Américain,
c'est pas connu en fait, c'est un peu mal vu parce que nous on est très capitaliste et le Parti socialiste n'intéresse pas peu d'Américains, on va dire. Et en fait, il fallait, et donc j'avais eu beaucoup de discussions avec ma femme et beaucoup de lectures pendant mes études pour comprendre en fait l'historique qu'il y a derrière en France et que ma femme disait mais non, des personnes sont mortes pour des droits que nous avons, on va prendre des vacances et des choses comme ça. Et en fait, au début, je disais ouais, je comprends pas. Et finalement, avec la lecture, je comprends. Donc historiquement parlant, en France, ce côté de fraternité, ensemble, de solidarité aussi, c'est très fort. Et aussi, ça correspond avec les valeurs de rugby. Voilà, exactement. Alors après, tu sais qu'aux États-Unis, c'était très développé dans les années 60, 70 avec les Teamsters. Ouais. Je sais pas si tu as connu le syndicat des chauffeurs routiers aux États-Unis, mais ils paralysaient le pays pour obtenir ce qu'ils voulaient. Et c'est eux qui avaient la main sur les politiques et sur le pays, sur le pouvoir des États-Unis par rapport à tout ça, si tu veux. Et effectivement, comme tu dis, il y a une notion de fraternité, de solidarité qui est vraiment importante. Et aujourd'hui, on va dire que c'est le ciment de Proval. Bon après, effectivement, c'est aussi très français d'avoir des droits, d'être en opposition avec le patronat pour essayer de préserver et maintenir nos droits. Maintenant, à Proval, on n'est pas dans l'opposition totale et dogmatique, comme je te l'ai dit. On est plutôt dans la proposition et dans sortir par le haut, en fait. Tu vois? Avancer ensemble. C'est intéressant tout ça. Bah écoute, j'aimerais bien parler un peu de toi en fait aussi en tant que de joueur parce que tu as joué beaucoup à ce sport. Si j'ai bien compris, tu as commencé à Montpellier, mais c'était à Montpellier pour moi qui c'était un super moment à Montpellier en fait. Tu étais jeune, il me semble, à cette époque-là, mais c'était dans les années quoi de 2000 jusqu'à 2012 que tu y étais en tant que junior, c'est ça? Oui, oui, j'ai vécu des moments exceptionnels à Montpellier. J'ai commencé en 97. En fait, mon histoire avec le rugby, elle a commencé avec le foot, où, si tu veux, je suis allé m'inscrire dans un club de foot, j'avais 6 ans, et j'étais déjà grand, j'étais déjà costaud, voilà, j'étais T'étais pas encore barbu solide par contre. voilà, exactement. Mais par rapport aux autres, j'étais très costaud. Et si tu veux, bon, quand on est petit, ben, les petits ne se font pas de cadeaux. J'ai reçu un peu des moqueries par rapport à mon physique, etc. Au foot, tu vois, j'étais pas à ma place en fait. Et donc, mon grand-père, qui était très présent dans le sport montpelliérain, m'a dit, ben, tu devrais essayer le rugby, inscris-toi. Et donc, après un an de foot, je me suis inscrit au rugby. Et là, dès le premier entraînement, j'ai trouvé ma place, en fait. Parce qu'au rugby, que tu sois grand, que tu sois petit, gros, maigre, voilà, peu importe ton physique, d'où tu viens, on t'accepte, t'apportes ta pierre à l'édifice et tu as un rôle à jouer, pour le collectif. Tu vois? Et cette notion-là, ben, ça a été un coup de foudre avec le rugby. Et donc, depuis 97, de 97 à 2012, effectivement, j'ai vécu des moments extraordinaires à Montpellier. Et si j'avais pu faire toute ma carrière à Montpellier, j'aurais fait toute ma carrière à Montpellier. Malheureusement, bon, ça ne s'est pas passé comme ça. J'étais jeune, j'étais impatient. Il y avait Fabien Galtier aussi en tant que coach. Ça a été très compliqué parce que humainement, on n'était pas vraiment en phase. Donc, j'ai cassé mon contrat et je suis parti à Mont-de-Marsan en 2012. T'avais quel âge à ce moment-là? 22 ans. Ah ok. Ouais, non. Ok. Parce qu'après, si tu veux, j'ai tout vécu à Montpellier, hein. On a été champion de France avec les jeunes. J'ai eu toutes les sélections internationales, de moins de 16 jusqu'à moins de 20. Voilà, j'ai connu toutes les catégories, de mini poussin jusqu'à l'équipe première. Donc c'est vraiment un club qui compte pour moi. Mais à la fin, je me retrouvais plus vraiment dans les valeurs, dans les valeurs du club, on va dire. Et donc je suis parti.
Question maintenant que tu as un peu plus de bouteilles, est-ce que tu avais raison de partir ou est-ce que c'était mieux de rester ou est-ce que juste c'était comme ça et c'était le bon choix? Non, avec le recul, je pense que j'étais trop impatient de jouer. Et je pense que j'ai eu raison, parce que si tu végètes en espoir, si tu ne joues pas en première, en équipe première, en top 14 ou en Pro D2, ben, tu ne te montres pas et donc tu ne peux pas faire de carrière en fait. Maintenant, j'ai eu une approche un peu conflictuelle avec Fabien Galtier et sur ça, je le regrette un peu. Je pense que j'aurais dû prendre plus de recul, agir avec plus de maturité et peut-être que ça se serait mieux passé. Maintenant, j'étais jeune et je pense que chacun a sa part de responsabilité. Et sur le moment, je me sentais pas respecté. Ouais. Et le respect est une valeur fondamentale pour moi. Et à partir de ce moment-là, quand je ne me suis pas senti respecté, ben, je ne me sentais plus en phase avec ce qu'on me demandait. Donc avec le recul, je pense que j'ai bien fait de partir. Maintenant, je pense que j'aurais dû peut-être être plus diplomate. Et par la suite, quand même, tu as eu une belle carrière dans le Pro D2. Et en fait, tu vas me faire voyager un peu avec. Parce que Mont-de-Marsan, je suis jamais allé. Je connais un tout petit peu les Landes. J'ai de la famille à Osgore. Et je me souviens, j'ai rencontré mes parents, mes grands-parents à Dax pour la première fois, mes grands-parents français à Dax. Donc j'ai une belle souvenir de cette gare à Dax quand j'avais 10 ans, quelque chose comme ça. Mais c'était comment Mont-de-Marsan? T'avais 22 ans? Est-ce que tu étais étudiant? Est-ce que tu faisais quoi avec tes journées? Est-ce que tu surfais ou... Ouais, non, en fait, mon agent m'appelle, je décide de casser mon contrat, il me dit, bon, il y a Mont-de-Marsan qui est intéressé. Je savais même pas où c'était, en fait. Je n'étais pas très bon en géographie, j'avais pas non plus, j'étais pas très ouvert, donc je m'intéressais pas trop non plus à la Pro D2. Et donc, je ne savais même pas où c'était, mais quand je suis arrivé, j'ai vu que c'était une très belle région, avec là aussi vraiment un amour pour le rugby, des gens très gentils, un territoire aussi avec une bonne gastronomie, on va dire. Donc non, j'ai apprécié la première année, j'ai apprécié, surtout que je jouais, j'avais du temps de jeu en top 14. Par contre, à partir du moment où le club m'a bloqué, a demandé des indemnités de formation pour que je reste au club, à partir du moment, ça a commencé à gâcher un peu toutes les relations et ça s'est détérioré. Parce que j'étais pris en otage. Et c'était soit je restais, je signais, soit en gros on allait bloquer ma licence et on allait demander de l'argent pour la débloquer. Je grossis le trait volontairement, mais j'ai trouvé ça dommage et ça a pollué un peu mon aventure à Mont-de-Marsan et notamment pour les 2 années qui ont suivi, parce que j'ai dû re-signer 2 ans de plus. Et à partir de ce moment-là, je me suis plus vraiment senti très bien dans ce club. Ouais, c'est normal. Mais c'est eux qui disaient on t'a formé, on devrait... Mais c'est pas le cas parce que tu étais formé En à fait, Montpellier. Montpellier m'a lâché. Oui, en fait, Montpellier a cassé mon contrat et m'a lâché pour 0 € Ok. pour signer à Mont-de-Marsan. Je signe à Mont-de-Marsan et j'étais toujours en centre de formation parce que j'étais toujours jeune, à 22 ans. C'était ma dernière année de centre de formation. Et en fait, quand tu es en centre de formation, si tu fais des matchs en équipe première, donc en top 14 ou en Pro D2, euh, ça fait des unités de valeur pour une indemnité de formation, une indemnité protectrice. Ok. Et en fait, vu que j'avais joué pas mal de matchs en top 14, mais mon indemnité était au max, au plafond, pour l'année de Mont-de-Marsan, et donc ils ont décidé de me bloquer euh, après 6 mois de contrat pour rester à Mont-de-Marsan, alors que j'avais signé un pré-contrat à Bordeaux. Ouais, Donc, c'est pas une stratégie long terme quand même. non. Et si tu veux, voilà, moi, ça m'a vraiment déçu et je suis quelqu'un d'hyper affectif. Et quand on me fait un coup comme ça, après, j'ai du mal à m'en remettre. Ouais, je peux comprendre.
Par la suite, tu vas à Tarbes. Et Tarbes aussi, un endroit que je connais pas. Sauf que j'ai un copain de Tarbes, salut Christophe, qui m'a présenté le vin, le Madiron, que j'aime beaucoup. Oui, non, mais Tarbes, ça a été une année exceptionnelle pour moi. C'est un territoire que j'apprécie beaucoup. Je me suis régalé avec une bande de copains. Vraiment, là, on a vécu une année extraordinaire. C'était vraiment une famille. Et ce qui nous a soudés encore plus, c'est malheureusement les déboires financiers du club, parce que on fait un très bon début de saison et en mois de décembre, enfin novembre-décembre, je sais plus exactement, on nous annonce une rétrogradation administrative à la fin de la saison, plus une rétrogradation sportive, enfin plutôt un retrait de, je sais plus, mais je crois que c'était 12 ou 16 points au classement, ce qui nous amenait en gros dernier de Pro D2 et qui nous faisait descendre de deux divisions. Donc malheureusement, le club n'a pas survécu à l'échelon professionnel, mais il fallait se battre sur le terrain. Et c'est là que je te parle d'une aventure de copains et, et d'une belle histoire. C'est qu'il fallait se maintenir absolument sur le terrain malgré le retrait de points, sinon le club descendait de deux divisions. Et donc, on s'est serré les coudes, on a fini la saison, je crois, dans les dixièmes, je sais plus exactement. Et si on avait les points, on était limite au niveau de la qualification. Donc on avait fait une très bonne saison, on vivait bien ensemble. Et là aussi, encore une fois, très honnêtement, si le club n'était pas descendu, c'est un club où j'aurais aimé faire toute ma carrière aussi. Parce que j'étais vraiment bien à Tarbes. Et j'en garde un super souvenir. Et quand j'y retourne, je suis retourné, malheureusement la dernière fois, c'était pour les obsèques de Monsieur Lapassé, mais quand j'y retourne, c'est toujours avec plaisir. Et il me semble que par la suite, donc tu étais allé à Biarritz, mais il me semble, est-ce que c'était le même coach en fait de Tarbes qui t'a ramené à Biarritz? Est-ce que c'est ça? C'est ça. En fait, c'est Fred Garcia, qui était un ancien coach de l'UBB, un ancien coach de Dax, et donc qui était à Tarbes, qui me recrute de Mont-de-Marsan à Tarbes. Et ben là, on a eu vraiment une très bonne relation, de très bonnes relations ensemble. On s'entendait super bien. C'est vraiment une belle personne. Il m'a fait confiance depuis toujours. Et quand il a signé à Biarritz, il m'a dit, écoute, je signe à Biarritz, est-ce que ça t'intéresse? Et j'ai dit, évidemment, moi je veux te suivre, je veux qu'on continue de bosser ensemble. Et donc je l'ai suivi à Biarritz, et lui a fait un an, et moi je suis resté l'année d'après. Et l'année après, en fait, tu avais un coach qui est aujourd'hui dans le top, pardon, qui est dans la 6 nations, parce que Oui. tu as eu Gonzalo Quesela. Ouais, Gonzalo Quesada aussi, c'est pareil, un mec extraordinaire, une super personne qui j'ai beaucoup d'affection aussi. La première année à Biarritz, on arrive en demi-finale. Là aussi, ça a été une belle expérience parce qu'on était une bande de copains aussi, super groupe, on vivait super bien ensemble. C'était génial. L'année d'après, avec Gonzalo, pareil, super groupe, une bande de copains. Et malheureusement, après, moi, je me suis blessé et j'ai dû mettre un terme à ma carrière au euh, début mars 2018. Et j'ai vu, si je me souviens bien, c'était un gros blessure au niveau de dos. Mais est-ce que cette blessure, en fait, par la suite, tu transfères dans la vie, en fait, tu as passé un vie étudiant, donc je trouve ça intéressant aussi parce que comment est-ce que tu as vécu ce moment difficile et est-ce que c'est pour ça que tu es à Provel aujourd'hui aussi? Ouais, ça a été un moment très compliqué parce que j'ai fait énormément de sacrifices pour arriver à être joueur de rugby professionnel depuis toujours, depuis l'âge de 12 ans, même avant. Enfin, je voulais absolument être joueur de rugby et j'avais consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, tous mes étés, toutes mes vacances à m'entraîner
pour l'être. Et en fait, ben, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Donc, j'étais pas du tout préparé. J'avais aucun diplôme. J'étais un peu livré face à moi-même et une main devant, une main derrière. Donc, ça a été hyper compliqué. J'ai été opéré en urgence aussi pour récupérer ma jambe parce que je sentais plus ma jambe. Incroyable. Voilà, donc ça c'est pareil, ça a été hyper compliqué. Je suis resté plusieurs semaines à l'hôpital en observation, puis après je suis resté plusieurs semaines aussi au CERS de Cap-Breton. Donc en gros, entre le jour où je me blesse et le jour où je sors de l'hôpital, il y avait à peu près 2 mois. Donc tu pars de chez toi pour jouer un match à Perpignan et tu rentres chez toi 2 mois après. Et, et ça a été hyper compliqué. J'ai eu le soutien des joueurs du club, heureusement. J'ai eu le soutien de ma famille aussi, heureusement, parce que sinon ça aurait été encore plus dur. Et je pense que j'aurais eu du mal à me reconstruire sans ça. J'ai été réopéré encore une fois 1 an après, parce que j'avais toujours des douleurs, j'avais toujours les séquelles, etc. Et même aujourd'hui, j'ai toujours des séquelles, j'ai toujours des douleurs. Enfin, c'est toujours hyper compliqué. Ça a été une très très grosse blessure. Et ça a été un tournant dans ma vie. Et en fait, quand ça s'arrête, bah, t'es perdu. Tu sais pas à quoi tu sers, tu sais pas à quoi tu vas servir, tu sais pas quoi faire. Ça s'arrête soudainement, t'as rien prévu. Et en fait, non, j'avais pas prévu forcément d'atterrir à Proval, quoi. J'avais rien prévu de tout ça. Mon arrivée à Proval, elle s'est faite de manière imprévue. J'ai envoyé un message à Robin Chaewachu, qui était président de Proval et que je connaissais pas. Enfin, que je connaissais, on se disait bonjour, voilà, mais sans plus. Je ne le connaissais pas personnellement. Et j'ai envoyé un texto et j'ai dit, bah, écoutez, si vous avez besoin d'aide pour le syndicat, moi, c'est avec plaisir que je vous aiderai. Je vous demande pas d'argent. Je ferai tout bénévolement. Je suis là pour vous aider. J'ai envie d'aider la jeune génération. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, mes petits frères. Donc, si vous avez besoin, je suis là. Voilà. J'ai envoyé ça à Robbins et j'ai juste dit ça. Et derrière, il m'a rappelé, il m'a dit, ah bon, tu sais que t'es la première personne qui me dit ça. D'habitude, j'ai des gens qui sont intéressés, qui veulent venir par intérêt. Toi, pas du tout. Bah, écoute, bien sûr, avec plaisir. Il y a les élections qui arrivent. Si tu veux faire partie de l'aventure, je te mets sur ma liste et avec plaisir pour travailler ensemble. Donc là, voilà, j'étais super content. Arrivent les élections. Au final, on est élu. Donc, donc on commençait les premières réunions, etc. Et pendant 8 mois, j'ai tout fait bénévolement. Donc, je participais aux réunions. Voilà, quand on avait besoin de moi, j'étais là. Et, euh, et au bout de 8 mois, malheureusement, la directrice générale en place a eu une leucémie. Et donc, elle était indisponible pour une durée indéterminée. Et donc, Laurent Sampéré, qui à l'époque était vice-président, qui aujourd'hui est entraîneur du 15 de France. À l'époque, il était vice-président de Proval. Il m'appelle et il me dit, écoute, Laure, enfin, cette personne-là est indisponible. Euh, si tu veux venir travailler, être salarié, on te propose le poste de directeur général adjoint. Et donc, j'ai accepté tout de suite, bien sûr. J'ai dit avec grand plaisir. Et voilà, c'est comme ça que j'ai atterri, en fait, à Proval. Mais il n'y avait rien de calculé, rien de, je ne m'attendais pas du tout à tout ça, en fait.
Ouais, mais je trouve l'histoire super intéressante parce qu'il y a quelque chose dans la vie où quand tu vas et tu grattes ta propre place, c'est pas la même chose que quelqu'un, si t'as quelqu'un qui t'appelle, oh, tiens, tu veux ce job, c'est pas la même chose que c'est toi qui allé le gratter, en fait. T'as créé une opportunité en étant présent et j'en parle de ça parce que personnellement, j'ai fait quelque chose un peu similaire. Il y avait une entreprise, je voulais vraiment travailler avec et j'ai gratté pendant 2 3 ans pour juste dire, bah, je suis là, je suis présent, appelle-moi et finalement je fais et je suis aux anges parce que ça, je savais quelque part que ça correspond à ce que j'ai besoin en tant qu'humain. Et j'entends la même chose chez toi, en fait, que tu avais besoin de redonner et Proval t'offre cette opportunité. Ben, c'est exactement ça, si tu veux. Et je pense que c'est Proval qui m'a sauvé, hein, d'une certaine manière. Parce que quand j'étais dans la période après ma blessure, j'étais au fond du seau, quoi. Et j'étais perdu. Je ne savais pas à quoi je servais. Et en fait, de travailler avec Proval, de me sentir utile, de sentir que je sers à quelque chose, ça m'a permis de vraiment me reconstruire Mhm. et de ne plus penser aussi, tu vois. J'ai quelque chose à faire, je ne pense plus à tout, voilà, à toute cette dépression, à tout ce que j'ai vécu. Et, et tout ça m'a permis de me reconstruire. Je suis passé de être chez moi tout seul à faire du kiné, à soigner ma blessure, à avoir une mission utile et vertueuse pour ceux que j'aime, tu vois, pour les joueurs. Ouais. Donc ça m'a permis de vraiment passer à autre chose et me reconstruire en tant qu'homme et avancer, tout simplement. Bah écoute, c'est une belle histoire tout ça et je sais que je t'avais dit, bon, je veux envie de respecter ton temps mais j'ai encore tellement de questions. Juste rapidement, donc là c'est le 25 ans il me semble de Proval. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme projet dans cette année? Alors là, c'est 25 ans, c'était l'année dernière. Les 25 ans, c'était l'année dernière. Ah pardon. Le plus gros projet, ouais, parce que là, on est en 2024, donc c'est les 26 ans. Le plus gros projet, ça a été l'acquisition de notre siège. Parce que Proval a été locataire depuis 25 ans. Et si tu veux, bah, moi, on a réfléchi avec le board, avec Robin, Thierry Wachou, avec l'ensemble des membres, et on s'est dit, qu'est-ce qui peut être structurant pour le syndicat? Forcément, ça, c'est de devenir propriétaire, d'avoir nos propres murs, d'avoir un outil de travail qui puisse nous permettre de nous développer, d'inviter nos partenaires, potentiellement d'organiser des formations dans nos locaux, que nos salariés aussi aient un confort de travail. Parce que là, les locaux dans lesquels on était, c'était juste pas possible. C'était des locaux des années 90, pas du tout isolés. Donc, tu avais les fenêtres, il faisait froid. L'hiver, il faisait -10. Et l'été, il faisait 70 degrés. Donc, c'était pas possible. Et donc, on a investi, on a mis nos économies dans ce siège-là. Et on a un asset aujourd'hui, on a un patrimoine avec Proval. Donc ça a été notre dernier gros projet, on va dire, chez Proval. Ceux à venir, ce sont au niveau des conditions de la santé de nos joueurs, tout ce qui va toucher la commotion, tout ce qui va toucher l'enchaînement des matchs, les calendriers, les temps de repos, les temps de régénération. Et sur ça, on est en train de travailler avec World Rugby pour que des temps de récupération soient bien déterminés et pour que les joueurs arrêtent d'enchaîner 15, 20, 30 matchs d'affilée, parce que c'est juste pas possible. Et aujourd'hui, on peut plus se permettre de jouer avec la santé de nos joueurs. Ouais. Donc là, le gros projet actuellement, ça va concerner la santé des joueurs. Ah, superbe. Bah, cet hiver, j'avais fait un petit série qui s'appelait le rugby solitaire. Et j'ai eu l'opportunité de parler avec Mathieu Blin par rapport à l'association Alerte Commotion et le sérieux derrière cette histoire de commotion et aussi avec Raphaël Poulain par rapport à la santé mentale. C'était très intéressant. J'invite tout le monde qui est intéressé d'aller voir le site web. Il y a plein d'informations par rapport à tout ce que vous offrez à Proval par rapport à santé, bien-être, le côté juridique, le côté réseau et surtout le côté
formation. Je t'invite de revenir quand tu veux pour parler de différents éléments que tu peux avoir. Écoute, juste pour finir, ah oui, dernière chose que vous avez, on est un petit peu concurrent quand même, hein, parce qu'il y a un podcast de Proval qui s'appelle Cadrage et Bavardage que j'ai écouté pas mal des épisodes, c'est bien sympa, 10 épisodes avec des personnes comme Nicolas Mas, Guirado, Laure Sensus Dussatoire, et je trouvais ça très bien. Donc, nos chers écouteurs, allez écouter notre podcast, le liker, le donner plein d'étoiles et faites le même pour Cadrage et Bavardage aussi. Est-ce que je peux finir avec une petite question ou deux encore sur le rugby français actuel? Bien sûr, avec plaisir. Bon, écoute, pour toi, qui est-ce que tu suis sur le top 14 et les Pro D2 en ce moment? Ou est-ce que c'est tout le monde parce que Non, après, moi, je suis impartial. Je peux pas supporter une équipe en particulier vis-à-vis de mes fonctions. Donc, moi, je suis pour l'ensemble des équipes, que ce soit en top 14 ou Pro D2, je soutiens tout le monde. Ok, c'est une très bonne réponse. Et sinon, qui est-ce que tu veux voir deuxième dans Destination? Deuxième, Mhm. euh, moi, je veux voir la France première. Après, les deuxièmes, ça m'intéresse pas. Et quelle équipe est-ce que tu as aimé regarder pendant ce Coupe du Monde? En dehors de la France, bien sûr. Honnêtement, le match où je me suis le plus régalé, c'est le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande, avec franchement une intensité énorme, un spectacle énorme, il faisait beau, on était bien, on faisait la fête, et c'est des souvenirs vraiment exceptionnels. C'est un des meilleurs souvenirs pour moi de la Coupe du Monde, et j'espère qu'on en vivra d'autres, forcément. Maintenant, je pense que c'est une Coupe du Monde qui va nous permettre de nous préparer pour la prochaine. Je sais qu'il y avait beaucoup d'attentes. C'est un échec, mais moi, je vois le positif dans tous les échecs. Je pense que ça va nous faire grandir et ça nous permettra d'aller encore plus haut sur la prochaine Coupe du Monde. Bah écoute, pour finir, est-ce que ça t'intéresse d'aller aux États-Unis pour aider les Américains à mettre tout ça en place pour le MLR, le Major League Rugby? Ah, complètement. Moi, j'adore les États-Unis. Je suis allé à New York plusieurs fois. C'est un territoire que j'apprécie beaucoup. Donc, avec grand plaisir. C'est aussi une terre où je pense le rugby sera épanoui avec des vrais passionnés, où on aime l'entertainment, le spectacle. Et je pense que ça peut vraiment matcher. On le verra notamment pour la Coupe du Monde hein, en 2031. Je pense que c'est un gros rendez-vous pour les USA aussi. Et, et ce serait avec grand plaisir que je me mettrai à disposition des États-Unis pour les accompagner et les aider à se développer. Bah écoute, tu nous réserves des billets d'avion, je viendrai avec toi. Avec plaisir. Mathieu, grand plaisir. Merci d'être passé à Pacte Pot. Merci à toi Thierry.